De retour sur le plateau de la Tranche Info sur Canal 10. Place maintenant à l'échange et au débat dans ce focus. Donc 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et à partir de ce jeudi, eh bien, l'actualité sera tournée du côté de la ville de Bemao qui organise un colloque sur les mathématiques africaines en partenariat avec l'Institut Anijar. Et je reçois justement Nusere Kalala Omotunde qui est notre spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir. Et donc vous avez invité justement un parterre de personnalités qui vont venir débattre pendant plusieurs jours justement à la maison de Vonche à Bemao, dont Monsieur Pascal Adjamagbo qui est mathématicien. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Enchanté. Nous avons également Karl Arsens qui est informaticien. Bonsoir. Bonsoir. Et pour représenter la ville, nous avons Marie-France Goram qui est de la direction des affaires culturelles et chargée des animations et de la valorisation du patrimoine de la ville de Bemao. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, très bien. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, Monsieur Motunde, de ce fameux colloque sur les mathématiques africaines. Ça découle un peu de tous ces ateliers que vous avez fait effectivement avec les enfants, en partenariat avec le rectorat. Vous voulez démontrer par A plus B effectivement que les mathématiques viennent d'Afrique et qu'elles sont beaucoup plus ludiques effectivement à enseigner et à apprendre avec de nouvelles techniques. C'est un peu l'objet de ce colloque? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avec la ville de Bemao, depuis plusieurs années, on a commencé un programme très intéressant à travers à la fois les villages des mathématiques africaines en direction des familles. Donc l'occasion, c'est de venir en famille, passer une journée dans ce village et découvrir différentes techniques de calcul autour de nos jeux aussi traditionnels. Et ça, c'est important de le souligner. On a eu l'occasion aussi de faire un bon nombre d'interventions en milieu scolaire et de montrer aux enfants non seulement la richesse des algorithmes de calcul du continent africain, mais de montrer la beauté des matériaux mathématiques et l'intériorité de ces matériaux, depuis la pierre gravée de Bougombos jusqu'à l'os d'Ishango et les mathématiques qu'on retrouve en Afrique impériale. La chose, c'est qu'il fallait aller là beaucoup plus loin, c'est-à-dire montrer comment notre culture est porteuse d'une réflexion mathématique. Parce que c'est vrai que quand on parle de notre culture, on en parle souvent dans un vocabulaire de distraction, mais pas dans un vocabulaire de réflexion scientifique. Et la chose, c'est que c'est vrai que j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance, de connaître et de rencontrer, d'avoir l'occasion de côtoyer des personnes qui sont spécialistes de ces questions à travers le monde. Et c'est pour ça que j'ai invité notamment le professeur Adjamabo, mais on a invité aussi le professeur Obenga, qui est arrivé cet après-midi. Il y a le professeur Wilbrook qui est en train d'arriver en ce moment, mais il y a le Tramis aussi qui est arrivé, et M. Honorin qui sont arrivés cet après-midi. C'est-à-dire tout le monde qui arrive, et notre équipe à Nijar, avec M. Arsens, donc qui est informaticien et spécialiste du lien entre mathématiques africaines et informatique. Le visage ne m'était pas inconnu. C'est à lui que vous aviez démontré que les algorithmes informatiques... C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que notre culture est dans la modernité. C'est-à-dire que quand on parle du monde noir, on a l'impression que c'est une culture couverte de poussière du passé et qui n'intéresse plus grand monde. C'est totalement faux. Moi, si je fais cet effort vraiment avec la mairie de Bemao, de faire venir ces spécialistes à travers le monde et de montrer au peuple guadeloupéen, voilà la beauté de notre culture. Essayons de la voir avec un regard nouveau. Écoutons ces spécialistes. Regardez comment ils pensent scientifique, comment ils pensent culture. Parce que c'est une autre façon de penser notre culture que de dire que le gros cas, c'est cette formule mathématique. C'est pas simplement cette rythme. Et c'est pour ça que je voulais partager ces expériences avec vous, de tous ces talents, toutes ces connaissances, toutes ces compétences, et faire en sorte que le public puisse venir poser des questions et démarrer une nouvelle ère de réflexion aussi en Guadeloupe. Et je pense que ça, c'est important. Alors, monsieur Adjamagbo, oui. Vous allez faire un long chemin. Oui. Est-ce que vous sillonnez le monde, justement, pour traiter de ces mathématiques africaines? Et oui, et... D'abord, ma principale occupation professionnelle, c'est d'être enseignant et chercheur en mathématiques. Et notamment en tant que chercheur, je parcours le monde pour assister à des conférences de recherche en mathématiques. Depuis plus de 30 ans,
Et je travaille sur un des problèmes les plus difficiles de la recherche mathématique, auquel, par exemple, l'article de Wikipédia en anglais a consacré un article, et Jacobian Conjecture, où l'article cite en plusieurs endroits mes contributions. Je pour dire que bon, disons que je fais de la recherche. Oui, la recherche sur un sujet qui est reconnu, qui est difficile. Et je parcours le monde pour un peu faire état des résultats partiels obtenus sur le sujet. Et à l'occasion de ces déplacements, bon, avec mes collègues, je leur parle de mes recherches en histoire des mathématiques. Et ce que même les mathématiciens professionnels ne savent pas, et c'est l'origine de leur discipline. Alors justement, quand vous allez voir ces experts de renom, et que vous leur dites clairement, les mathématiques viennent d'Afrique. Non, ils ne sont pas étonnés, parce que bon, le cadre dans lequel je parle, ils savent que nous sommes à la pointe, les gens qui sont réunis sont à la pointe de la recherche, donc les gens se respectent, et quand j'explique que, bon, les choses sont africaines, non, j'ai eu aucune difficulté. Il n'y a pas de réticence. Non, ils découvrent, non, ce dont les gens bonne foi. Tiens, la philosophe Simone Veil a dit qu'il n'y a rien de plus proche de l'humilité que l'intelligence. Les vraies personnes d'intelligence sont humbles, acceptent la réalité. Parce que on ne peut pas être fécond en recherche mathématique quand on n'accepte pas la réalité, la difficulté. Et donc, l'intelligence va de pair avec l'humilité, la vraie intelligence. Donc, la communauté scientifique l'accepte. Oui. Mais pourquoi ces messages-là ne sont pas vulgarisés près du grand public? Voilà, c'est une bonne question. Et l'un des intellectuels les plus courageux, qui est d'origine britannique, de nationalité américaine, et Barnall, et c'est le petit-fils du grand égyptologue Gardiner. Et il a écrit un livre en 3 volumes, Black Athena, Athènes noire. Et 2 ans avant de mourir en 2003, il a présenté un résumé de ces presque 5000 pages de livre. Et donc c'est très précieux qu'un auteur d'un volume en 5000 pages présente lui-même un résumé en une dizaine de pages. Et il a encore résumé ces 10 pages en disant que ce qu'il veut démontrer dans ces 5000 pages, c'est d'abord que la civilisation grecque est d'origine africaine à travers l'Égypte et la Phénicie. Et on a vu ça avec M. Moutouné. Oui. Et que ensuite, que les intellectuels occidentaux ont du mal à accepter, mais que leur réticence est due plus à l'idéologie qu'à la science. Voilà, donc je reviens à votre question. Donc ceux qui ont du mal à admettre cette origine, c'est clairement pour des raisons idéologiques. Mais ceux qui sont les plus intelligents et qui sont nécessairement plus humbles, il ne peut pas refuser la réalité. Oui, mais il y a quand même, avec M. Moutouné, on a vu à plusieurs reprises, bon, il y a quand même un petit peu de malhonnêteté intellectuelle de certaines personnalités. Oui, c'est ça. Et donc, Barnall explique que c'est plus dû à l'idéologie que la science. Et malheureusement, dans le domaine de l'histoire, je pourrais dire que l'histoire est presque devenue le royaume de l'idéologie. Et sous le couvert de certaines méthodes en guillemets scientifique, c'est l'idéologie qui est habillée. Et parce que donc les vrais scientifiques ne peuvent pas nier la réalité historique. Et pourtant cette réalité historique s'impose dans toutes les disciplines, et notamment en mathématiques, et un des proverbes qui me revient le plus à l'esprit de ma langue maternelle dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens ». En gros, le lieu d'où on vient est une source de fécondité, c'est une force. Et ça s'applique même à la résolution d'un problème. Résoudre un problème mathématique, ça veut dire on se donne des hypothèses et on veut arriver à une conclusion. Et il faut chercher. Et pour partir des hypothèses et conclusions, ce n'est pas évident. Et quand on cherche son chemin, il faut avoir ce réflexe de revenir sans cesse aux hypothèses qui sont le lieu d'où l'on part, d'où l'on vient, pour savoir
où on veut arriver, où est la conclusion donc de la démonstration mathématique. C'est pour vous dire que ce proverbe, ça s'applique non seulement à l'histoire, mais ça s'applique donc à la pédagogie, à la résolution des problèmes. Peut-être. Oui, c'est-à-dire que la chose, c'est qu'on a eu à maintes reprises l'occasion d'en discuter. Il y a des choses très importantes qui ne sont pas mises à la disposition du public, mais qui sont sues en haut lieu. Et c'est vrai que nous discutions cet après-midi. Vous savez que la première fois que j'ai su que c'était les mathématiques africaines qui faisaient fonctionner les ordinateurs de la planète, le professeur me rappelait, c'était la fois où j'étais venu le voir à son travail. Et il avait reçu effectivement un document donc, du gouvernement dans lequel on informait les étudiants polytechniques de cette information. Et c'est comme ça, totalement par hasard, que j'ai découvert ça. Mais à l'époque, la chose, c'est que ces algorithmes de calcul, je ne les connaissais pas. C'est après que j'ai commencé à m'y intéresser, à accumuler de la documentation. Et je dirais que la chose, c'est que Héroux a été d'un grand secours parce qu'en tant qu'informaticien, au départ, je ne lui ai pas dit qu'on allait faire de l'informatique. Je lui ai dit qu'on allait faire des mathématiques africaines. Et c'est en développant les algorithmes de calcul qu'il m'a arrêté, qu'il m'a dit « Mais attends, là, on ne fait plus des mathématiques, c'est de l'informatique qu'on fait. » Je dis « Mais non, on fait des mathématiques africaines. » Et en continuant, il m'a arrêté une deuxième fois. Il me dit « Mais non, là, on n'est plus dans les mathématiques, on est dans l'informatique. » Et il m'a arrêté une troisième fois, et là, je lui ai dit « Tu vois, tu me permets vraiment de voir que c'est exactement... » Alors, c'est une chose extraordinaire. On discutait de ça avec le professeur. Et je ne sais pas si on peut arriver à comprendre que chaque fois qu'on ouvre un ordinateur, on rentre dans un cerveau africain. C'est-à-dire, chaque fois que vous utilisez un ordinateur, il est paramétré, il est réglé. Il y a un seul cerveau au monde qui a conçu de telles mathématiques, c'est le cerveau africain. Et vous verrez que les gens, comme disent le professeur, les gens qui ont ce minimum d'honnêteté, comme le professeur Wilbrook, que nous avons invité, vous verrez que les gens vous disent non, c'est vrai. Lorsqu'on donne en Belgique, à l'université, des cours d'informatique aux étudiants, les exercices qu'on leur donne, ce sont les mêmes exercices qu'on retrouve en Afrique. Ce sont les mêmes exercices qu'on donne aux enfants quand ils font les mathématiques africaines. Vous voyez ? La chose, c'est, maintenant, est-ce qu'on peut créer les conditions du vivre ensemble sur de nouvelles bases ? Les bases de la vérité, les bases qui ont été voulues par l'UNESCO, c'est de montrer comment tous les peuples ont collaboré à la modernité. Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire combattre les complexes d'infériorité des uns, combattre les complexes de supériorité des autres, et montrer vraiment que, non, c'est pas une blague, tous les peuples ont collaboré à la modernité, et cette modernité, l'Afrique l'a portée en son sein pendant très longtemps, et l'a transmis à un haut niveau de compétences intellectuelles. C'est ça, je dirais, l'objectif déjà cherché par le colloque. Un certain éveil. Donc, pourquoi effectivement la ville de Bemao se penche sur ces travaux ? Parce que c'est quand même assez délicat, et c'est vrai que vous avez un positionnement franc et clair sur cette... On ne dira pas un positionnement clair et net, mais on dira aussi qu'on est là pour transmettre la connaissance. Et donc ce colloque a été créé en 2016, dans le cadre, le premier colloque, c'était les études créoles. Et puis ensuite, il y a eu le deuxième, comment repenser le commerce triangulaire. Et puis là, avec l'Institut Anija, qui nous a proposé, et les sciences Afrique noire et modernité, qui rentrent dans nos axes de transmission par des thématiques telles que les mathématiques. Et effectivement, c'est l'un de nos adages. C'est la transmission comment dire, une transmission à travers ces colloques. Pour tous. Totalement. Est-ce que vous pensez que sur cette question des mathématiques africaines, puisque on va remettre en question l'origine même des mathématiques, ça risque de choquer 2-3 esprits, est-ce que vous pensez qu'on est prêt justement à recevoir ces informations ? On est prêt à recevoir, c'est qu'on est juste, on fait peur aux gens qui ne sont pas prêts à recevoir. C'est juste ça. Mais on est prêt à recevoir, c'est-à-dire que quand un enfant apprend à marcher, c'est les parents qui ont peur qu'il tombe. Mais lui, il n'a pas peur de tomber. Donc, il faut laisser la porte ouverte à tous pour découvrir, redécouvrir vraiment les choses qu'on ne trouve peut-être pas dans les livres d'école et qu'on peut les trouver ailleurs parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner cette transmission. C'est sûr qu'on ne les trouve pas dans les livres d'école, là, pour l'instant. Malheureusement.
Alors, monsieur Arsens, justement, vous avez fait le choix de vous jeter à corps et à cri dans les mathématiques africaines une fois que vous en avez pris connaissance. Comment ça s'est passé pour vous, justement? Déjà, première chose, je veux dire que moi, quand j'étais à l'école, au départ, je n'aimais pas du tout les mathématiques. C'était un domaine ça me faisait fuir parce que, collège, tout ça, je ne voyais pas le sens, en fait, des chiffres. Mais à quoi ça sert, tout ça? Est-ce que ça va être utile? Et c'est après le bac, puisqu'en fait, j'ai même fait un bac littéraire option allemand. Et ce n'est qu'après... Oui, oui, ein bitte Deutsch. Ich spreche ein bitte Deutsch. On n'a pas compris, mais c'est pas grave. Je parle un peu allemand. Et donc, c'est en partant sur des études dans le commerce, puis en gestion et management, que j'ai appris des matières comme la comptabilité. Et là, ça avait plus de sens maintenant. Les chiffres avaient du sens. J'ai dit, ah oui, facturation, gestion des stocks, etc., comptabilité, journal, etc. Ça avait plus de sens. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et entre-temps, il y avait, à une époque, je me rappelle, j'avais passé un DUT, et il y avait un mémoire à réaliser. Il fallait taper, et c'était à l'époque où les ordinateurs commençaient, imprimants. Donc j'ai acheté un ordinateur, et je ne savais pas enregistrer sur la disquette. J'étais obligé d'appeler un ami, comment on fait pour enregistrer sur la disquette? Ah, mais fais ça. Et au fur et à mesure, je commençais à me dire, là, on est comme un bébé devant un ordinateur. À un moment donné, il faut peut-être essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, j'ai acheté quelques magazines, etc. Et je me suis lancé dans le bain, essayer de comprendre le matériel. Et puis, j'avais un ami qui était formateur en informatique, mais plus en bureautique. Et puis, un jour, il m'a dit, mais Carl, tu dois faire un stage. Viens avec nous. Je donne des cours d'informatique. Tiens, tu vas former cette personne-là. Enfin, déjà, essaie de voir ce que tu peux faire. Il avait dit, tiens, tu te débrouilles apparemment. Essaie d'expliquer à cette dame-là comment il faut faire. Puis j'ai commencé, il m'a lancé un petit peu. Et de fil en aiguille, il m'a dit, maintenant on va t'apprendre autre chose, je vais appeler des professionnels et tu vas apprendre la maintenance informatique. J'ai dit, ok, les gars sont venus, j'ai commencé, j'ai appris. Et puis on va passer à autre chose, etc. Et puis après il m'a dit, un jour, par contre, quand tu auras appris là, c'est toi qui vas faire le cours maintenant. Donc tu as intérêt à bien apprendre. J'ai dit, ok. Et j'ai essayé d'être sérieux dans ça, continuer à me documenter, etc. Et progressivement, j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine de l'informatique. Et jusqu'à ce que je travaille à un moment donné dans un établissement scolaire, service informatique. Et j'avais un collègue qui était là, et il a senti que j'avais envie d'aller encore plus loin. Et il m'a dit, Carl, tu sais, il y a les cours du soir en informatique au CNAM, donc Centre national des arts et métiers. C'est un cours du soir, donc après le travail, tu pourras y aller. Ce serait intéressant peut-être de s'inscrire. Pourquoi pas? Et donc, c'est, comme je disais, adulte, que j'ai appris la théorie de l'informatique, parce que je ne connaissais pas du tout. Quand on parlait de langage binaire, etc., je ne connaissais pas. D'accord. Et donc, arrivé en cours du soir, donc j'ai pris... ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des matières. Donc, je commençais à prendre des modules, base de données, réseau informatique, et puis programmation. Et donc, les matières où ça allait, c'était les bases de données, le réseau, on comprenait globalement. Mais la programmation informatique, j'ai vraiment eu du mal. Le charabia? C'était pas évident. Et donc, et donc, pour les matières de programmation, malheureusement, je n'ai pas réussi la première année. Et je me suis dit, OK, c'est pas grave. L'année prochaine, je vais me consacrer uniquement à ces matières. Et donc, j'ai bûché matin, au travail, entre midi et 2. J'essaie des programmes, etc. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. J'appelle un tel. Comment tu as fait? Ah, OK, attends, je vais essayer. OK, merci, je cherche sur Internet. Bref, je me suis, on va dire, passionné. Je me suis dit, là, c'est un défi. Il faut relever le défi. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Et donc, j'ai poussé. Et puis, un jour, une amie me dit, donc elle était à Niger, elle me dit, mais Carl, tu sais, je vois que tu t'intéresses à certaines choses, mais l'Afrique, c'est intéressant, il y a des choses à apprendre. Viens à l'Institut à Niger et tu vas sûrement apprendre des choses intéressantes. Je dis, ah, ok, d'accord. Et j'arrive un soir, donc je commence à suivre des cours, donc d'abord c'est histoire, etc. Et puis un soir, il y a les mathématiques. Je dis, ah, c'est intéressant ça, je vais voir les mathématiques. Et donc j'arrive dans la salle, donc M. Motunde commence à montrer une multiplication, il dit, on va multiplier. Et puis je regarde et puis je me dis, mais c'est bizarre, il y a quelque chose, ça me rappelle quelque chose, ça, ces chiffres-là. En fait, je vois des puissances de 2. Je me dis, mais oui, là, on n'est plus en maths, c'est bon, on est en informatique. Hein. Il continue, il fait des calculs, etc. Je me dis, mais non, là, c'est bon, on est en informatique.
Et j'étais surpris parce que déjà le résultat était bon. J'ai dit, mais comment c'est possible? Et puis, ce n'était pas des méthodes de calcul que vous connaissiez. Du tout, je ne connaissais pas du tout. Et progressivement, à force de voir ça, je me suis dit, bon, mais il faut creuser. Et plus je travaille l'exercice, et plus je me rends compte qu'effectivement, il y a une méthode où on fait des divisions successives par 2. Donc ça, c'est une façon de convertir un nombre binaire. Les exercices montraient ça, et c'est là que je repère, je dis, ah, mais c'est bizarre ça, mais voilà quelque chose. Si je l'avais appris avant, il est clair que... Vous auriez décodé l'informatique beaucoup plus facilement. Que j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Mais c'était clair. Je dis, mais c'est simple ça. Tu dis donc, la technique d'enseignement normale qui est utilisée et les calculs mathématiques africains, il n'y a pas photo. J'ai trouvé qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est clairement... Il y a une simplicité. Après, il faut juste aller creuser derrière, mais... Ça, c'est limpide, c'est simple au départ. Et ce qui est bien, c'est que cette simplicité, elle peut nous amener justement à des choses un petit peu plus complexes, progressivement. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, bon, voilà, tu as appris ça étant adulte. Peut-être qu'il faut faire partager des plus jeunes et qui, eux, pourront aller plus vite et plus loin. Tout simplement. Et voilà, c'est tout. Si on n'a pas encore fait, on va le faire avec soi-même aussi, parce qu'il faut continuer aussi à travailler. Mais c'est intéressant aussi de partager ça avec les autres. Et depuis cette démonstration, vous êtes à Anija. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai fait tellement de choses entre-temps. Et puis, il y a quelques temps, M. Montu dit, bon, Carl, là, on va organiser le colloque. On ne peut pas le faire sans ta présence, on aimerait que tu sois là. Oui. Et donc, du coup, je me suis rendu disponible. Et puis, on a continué le travail qui avait commencé, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui était spécialisé en informatique, ça nous a permis de creuser, d'aller très, très loin. En fait, on a découvert énormément de choses. Plus on creuse. Plus on creuse, c'est extraordinaire. C'est un univers, c'est comme un puits sans fond. Tellement il y a de la connaissance dedans, c'est juste une question de temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du programme? Savoir qu'est-ce qui va être traité justement pendant ce colloque, puisqu'on n'a pas qu'une journée ou 2 journées, ça va être bien fourni. Bien fourni, effectivement. Alors, donc, au programme, il y a plusieurs panels. Donc, déjà, le jeudi 31, il y a la cérémonie d'ouverture avec le professeur Théophile Obenga. Et puis, après, nous aurons un show de coiffure fractale. Et puis aussi... Coiffure fractale. Voilà. Donc, on connaît les calculs fractales et les coiffures fractales. Voilà. Donc voilà, M. Moutonde se fera un réel plaisir de... Voilà, c'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise. Donc voilà. Et démontré par une Guadeloupéenne. Donc c'est pour vous dire qu'elle n'est pas sortie d'Afrique pure, mais elle est Guadeloupéenne. Voilà, qu'on maîtrise. Donc, et elle maîtrise cela. Donc voilà pour le jeudi 31. Et puis nous avons durant ces 3 jours un panel 1 le vendredi matin, apprentissage, histoire et créativité, où il y a plusieurs intervenants tels que Jean-Paul Kiko, qu'on connaît tous, de Guajeka. De Guajeka, mais là il va intervenir en tant que master, STAP en jeux et jouets traditionnels. Donc voilà. Et puis, Monsieur Omotunde qui va intervenir. Alors, donc, le titre de Jean-Paul Kiko, c'est les jeux traditionnels comme support pédagogique et d'apprentissage des mathématiques. Donc, c'est le bilan des expériences qu'il a menées à Guajeka. Donc, voilà. Ensuite, Monsieur Omotunde nous parlera origine africaine du système alphanumérique gréco-romain, synthèse d'une étude canadienne. Ensuite, nous avons... Bien démontré qu'ils n'ont rien inventé. Voilà. On adore cette partie. Et ensuite, nous aurons Monsieur Adjamagbo qui va présenter les performances mathématiques de l'Afrique noire à travers les âges. C'est ça. Voilà. Et puis l'après-midi, donc on fera une pause. Il y aura à manger sur place où les gens pourront se délecter. On a mis un traiteur en place. Et ils pourront acheter un repas à un prix très abordable. Donc voilà. Donc, et puis ceux qui n'ont peut-être pas suffisamment, ils peuvent venir avec leur repas et ils pourront manger sur place aussi. Très bien. Ça sera mis en place. Alors, petite parenthèse, puisqu'on en arrive justement à M. Kamagbo. Vous allez parler des performances justement des mathématiques africaines. Est-ce qu'un autre mode de mathématiques surpasse les mathématiques africaines?
Bon, ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, c'est l'efficacité et des méthodes, de la méthode de calcul égyptienne, donc africaine, et en informatique. Et dans ce cours d'informatique de l'école polytechnique, et le professeur, après avoir présenté la spécificité de la méthode égyptienne, dit ceci: malgré son âge vénérable, plus de 3 millénaires, en fait c'est plutôt plus de 4 millénaires, et l'algorithme de multiplication égyptienne est très actuel. Il est utilisé systématiquement pour calculer les produits dans tous les microprocesseurs dont l'unité arithmétique et logique ne permet que le calcul direct d'addition et de décalage. Et c'est le cas de la grande majorité des micro et mini-ordinateurs modernes qui ne disposent pas de multiplicateurs câblés. Voilà. Et maintenant, plus loin, bon, après, il fait la démonstration, disons, scientifique de cette efficacité. En informatique, on appelle ça la complexité algorithmique. On sait mesurer l'efficacité de l'algorithme. Et il fait la démonstration. Comme il s'adresse à des élèves de l'école polytechnique, il fait la démonstration et conclut que il y a différentes, le jour et la nuit, entre cette méthode égyptienne et puis la méthode naïve. Si vous voulez programmer la multiplication naïvement, eh bien, vous mettrez 2 jours là où l'Égyptien mettra quelques fractions de seconde. Donc, cette efficacité n'est pas restée théorique, mais c'est mesuré quantitativement. Bon, donc pour revenir à votre question, il y a la preuve de l'efficacité et d'une approche africaine et en informatique. Et quand on sait maintenant, je dirais, l'influence des mathématiques, l'universalité, ça veut dire que cette efficacité des mathématiques africaines rend un grand service à l'humanité. Et sans qu'on le sache. Oui, c'est ça. Sans qu'on le sache. Et c'est possible que les mathématiques africaines aient une efficacité dans d'autres domaines, comme par exemple la géométrie. Là, on est dans le domaine de l'étude des nombres, essentiellement l'arithmétique, mais d'autres branches, c'est la géométrie. Et c'est fort possible, parce que les plus anciennes traces de mathématiques qu'on a trouvées dans l'histoire, c'est une trace de géométrie, et en Afrique du Sud, gravé sur un morceau d'os dans la localité de Blombos. Disons qu'à 300 km le long de la mer, de la ville de Cape Town, le long de la mer. Et donc c'est une figure de géométrie, mais qui est vraiment très frappante. Et j'avais présenté cette figure, justement, c'est un colloque vraiment de chercheurs en mathématiques, mais à la fin du colloque, j'ai fait un exposé sur l'histoire des mathématiques. Et il y avait un collègue français et spécialiste d'une discipline, et donc je disais que, mais sur cette figure-là, mais on reconnaît des outils qui sont utilisés dans cette branche. Et lui se trouve être un spécialiste, il dit, et il a confirmé, il a dit effectivement, et que la figure-là, ils utilisent ça dans la branche qu'on appelle théorie des éléments finis. Et c'est un spécialiste de la théorie des éléments finis. Et dans un autre document, ils ont montré que cette figure, qui est gravée depuis 75 000 ans, eh bien, ça donne des résultats beaucoup plus performants que d'autres figures qu'on pourrait utiliser pour des calculs dans cette théorie d'éléments finis. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible qu'en géométrie, des méthodes africaines montrent leur efficacité. Ce n'est pas étonnant parce que, en fait, les mathématiques, si on veut les définir en profondeur, on dirait c'est une tradition de pensée. Et voyez, dans, je dirais, l'héritage de l'humanité, il y a plusieurs traditions de pensée. Il y a la philosophie, il y a les sagesses. Pas inventé. Oui, il y a les sagesses. On parle des sagesses orientales, sagesses africaines. Les Européens veulent
garder la philosophie pour eux, pour les autres, ils parlent de sagesse. Bon, c'est une tradition de pensée. Et il y a la sociologie. Voilà, donc les mathématiques, c'est une tradition de pensée avec des règles qu'on appelle axiomes. Et puis avec des productions à partir de ces règles et qu'on appelle des théorèmes. Et ensuite, il se trouve que ces théorèmes ont des applications qui ont des effets vraiment très très efficaces. Voilà. Donc les mathématiques, c'est une tradition de pensée, et toute tradition a une histoire, une origine. Donc c'est une tradition de pensée d'origine africaine et dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Et donc il se peut que en géométrie, dans d'autres branches des mathématiques, cette tradition de pensée venue d'Afrique montre aussi sa fécondité. Donc, si j'ai bien compris, pour vous résumer, les systèmes de calcul africains ne peuvent être surpassés que par d'autres systèmes de calcul africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les spécialistes vous disent, et d'ailleurs, la spécialiste de la BBC, puisqu'il faut savoir qu'il y a une équipe de la BBC qui a été en Afrique voir est-ce que ces méthodes de calcul existent encore, et ils ont filmé effectivement sur des places de marché l'existence de ces méthodes de calcul. D'accord. Et quand on a demandé à la spécialiste de l'Université de Londres, mais pourquoi c'est un calcul africain qui fait fonctionner toutes les cartes bleues, les satellites, la technologie et compagnie, elle a dit parce que c'est un système de calcul qui simplifie les 4 opérations et qui permet un algorithme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un algorithme qui fait toutes les opérations, mais en utilisant une seule forme de calcul. Si un ordinateur, c'est une machine à faire des calculs, si vous simplifiez au maximum les procédures de calcul, et ces procédures de calcul permettent d'avoir des chiffres, même après la virgule, parce qu'il y a une deuxième chose qui est extraordinaire, c'est le souci de précision. Il y a les puissances de 2, mais il y a les puissances négatives de 2 qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les fractions mathématiques. Et ces fractions mathématiques, ça nous permet d'avoir un code barre qui nous donne un prix avec une valeur après la virgule, c'est-à-dire 5,25 €. On peut codifier ça dans un calcul africain et vous donner cette valeur-là en binaire directement dans le calcul. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que ce sont des méthodes qui ne sont pas dépensées. Non, ce qu'on découvre, c'est que nos ancêtres, ce sont des hommes de défi. Quand ils ont trouvé une méthode, ils se lancent un défi pour en trouver une autre. Dès qu'ils ont trouvé une deuxième, ils se lancent encore un défi pour trouver une troisième. Et ça cherche toujours à simplifier tellement le calcul que finalement c'est là où on voit que le bâton d'Ishango, c'est le début de l'abstraction mathématique. On se disait encore cet après-midi, tout ce qu'on nous présente comme calcul, c'est des éléments qu'on compte. On va compter des animaux, on va compter des chèvres. Là, en Afrique, on a un objet, c'est de l'abstraction pure, c'est-à-dire on est dans des mathématiques pures. On ne cherche pas à compter des chèvres ou des animaux. Là, on est dans la réflexion mathématique pure. Le problème, c'est la date. Moins 25 000 ans. Moins 25 000 ans, les 4 opérations et de la réflexion pure. C'est pour ça que nous savons aujourd'hui que l'histoire, si elle était vraiment racontée, mettrait l'Afrique en première place des découvertes scientifiques et des raisonnements encore utilisés dans de nombreux domaines professionnels aujourd'hui à travers le monde. Ça, on le sait très bien. C'est un problème d'idéologie. Mais ça arrivera. Je pense que la médiatisation de certains faits va rendre beaucoup plus compliqué le fait de passer sous silence un certain nombre de réalités. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de professeurs de mathématiques ne savent pas ce genre de choses. Quand on parle de gros cas et de mathématiques, beaucoup de gens qui aiment le gros cas ne connaissent pas la dimension mathématique du gros cas. Mais il va falloir qu'on parle de notre culture avec un système de lecture qui sera totalement différent que le système folklorique. Vous voyez, arrêtez de dire que nos ancêtres faisaient du gros cas pour s'amuser, ou ils étaient fatigués en fin de journée, on sortait le tambour pour se distraire. Il faut arrêter de raconter des histoires dormir debout comme ça. À un moment, il faut comprendre ce que c'est que cette science qu'on appelle le gros cas. Vous voyez, parce que la musique, c'est de la vibration. Et c'est une combinaison mathématique vibratoire qui donne justement la mélodie musicale. C'est pas hasard, c'est pas aléatoire. Il y a un moment, il faut qu'on s'asseye pour prendre le temps d'écouter ce que les spécialistes disent sur ces questions-là. Apprendre à changer le regard. Parce que c'est vrai que nous avons vécu une certaine époque en Guadeloupe. Je pense que cette époque, elle doit être révolue. On doit apprendre à nos enfants à voir notre culture avec d'autres yeux. Vous voyez, pas les yeux de ceux que nous avions, quand nous étions gamins. Je dirais un peu les yeux de la lignée culturelle, mais aujourd'hui, ayons la possibilité de voir les choses telles que la science dit qu'elles sont. Voilà, c'est tout. La suite du programme. La suite du programme, alors donc l'après-midi du vendredi 1er novembre,
Nous allons voir en panel 2, culture, noire et univers virtuel. Donc, on aura l'intervention de Muriel Tramis, ingénieure en informatique. Donc, elle va parler de l'imagerie 3D et intelligence artificielle comme plateforme de valorisation culturelle. Et ensuite, Dick Wilbook, qui va docteur et professeur de mathématiques à Bruxelles, qui va nous parler de l'histoire et originalité des savoirs mathématiques de l'Afrique noire. D'accord? Donc, et ensuite, l'intervention de M. Honorin Hilaire, qui est infographiste 2D, 3D, développeur 3D, temps réel, qui nous vient de la Martinique, et il va nous parler des outils technologiques multimédia et intégration culturelle. Donc, ça, c'est pour le vendredi. Je rappelle le lieu, c'est la Maison coloniale de Vonche, à Bemao, d'accord, que ça se passe. Et on va revenir le samedi matin à 9h. Donc, la matinée, nous aurons le panel 3, culture africaine et sciences modernes, avec l'intervention de René Glache, qui sera restitué, les travaux de René Glache seront restitués par... Daniel Choisy. Daniel Choisy, voilà. Culture noire et mathématiques fractales. Donc, René Glache, c'est restitution de ses travaux. Il est professeur à l'Institut Polytechnique Rensselaer, à New York. Donc, voilà. Ensuite, Karl Arsens, ici présent, qui va nous présenter les sources africaines du langage binaire informatique. Donc, il vient de se présenter. Et ensuite, nous aurons à nouveau Dick Wilbook, de l'Afrique à l'ère spatiale. Ce sera la thématique. Et dans l'après-midi, immersion pédagogique en atelier. Donc, il y aura 2 ateliers. Un au Centre culturel Gérard Loquel qui se trouve à Bellecour. Et l'autre atelier sera à la salle polyvalente multimédia, bibliothèque multimédia Paul Madoux. Alors, moi, je vais m'arrêter sur une des thématiques de cette dernière journée, justement, sur l'Afrique à l'ère spatiale. L'Afrique, c'est un des seuls continents qui n'a pas encore de satellite en orbite. Oui, le paradoxe, en fait, ce que le professeur Wilbook veut montrer, c'est que le paradoxe, c'est que la conquête spatiale n'a été possible que parce que l'Afrique et la réflexion algorithmique africaine existent. Voyez, et c'est important de faire comme ça un parallèle et de montrer que ce n'est pas un problème de savoir et de connaissance ou de compétences, puisqu'en fait, ce sont les compétences africaines qui permettent de lancer une fusée aujourd'hui. La chose, c'est un contexte géopolitique qui bloque l'Afrique à certains niveaux. Voyez, parce qu'on sait que aujourd'hui, avec le potentiel que représente la jeunesse africaine et cette dimension créative que cette jeunesse a dans tous les domaines, on pourrait avoir des choses qui seraient beaucoup moins polluantes et beaucoup moins complexes à réaliser. Je prends comme exemple cet ingénieur camerounais qui a développé un réseau Internet, y compris au niveau de la fibre optique, qui est beaucoup moins complexe et qui offre des résultats, je dirais, beaucoup plus approfondis que les réseaux avec tous les câbles qu'on fait passer et compagnie. Il faut voir que ces solutions africaines sont généralement respectueuses de l'environnement et peu chères. Vous voyez, avec la dimension toujours, je dirais, de l'aspect collectif. C'est-à-dire qu'il faut donner à la collectivité la possibilité de jouir de l'invention. Vous voyez, alors qu'il n'y a pas ce souci-là dans le monde moderne. C'est celui qui a les moyens qui peut en bénéficier. Celui qui n'en a pas, ben, il se débrouille. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est important. Et puis, le fait aussi que cet os, l'os d'Ishango, soit en Belgique et qu'ils aient donc il y a eu un film qui a été réalisé où on a envoyé un peu l'os dans l'espace. Donc, pour le faire flotter, je pense qu'il va peut-être montrer aussi ce documentaire-là qui a été réalisé. Ben, c'est aussi cette espèce de pont entre ce passé qu'on pourrait qualifier de préhistorique africain, mais qui était déjà à la base de la modernité qui allait subvenir plusieurs milliers d'années après. Vous voyez, et je pense que c'est très important qu'ils fassent ce lien-là, parce que pour moi, je dis que nos jeunes, nos enfants doivent comprendre que notre culture est la culture de la modernité. Vous voyez, ce n'est pas une culture du passé et ce n'est pas une culture dépassée non plus. Ça, il faut le savoir. Au contraire, c'est peut-être là qu'on devrait creuser pour trouver des solutions à des problèmes mathématiques insolubles pour l'instant. Oui, exactement. Oui, Monsieur Adjaman-Bou. Oui, justement. C'est que l'architecte François Corbusier, il a dit une formule que j'aime répéter, il dit « La tradition est la chaîne ininterrompue de l'innovation ». C'est-à-dire quand on veut honorer une tradition, en l'occurrence la tradition de pensée qui constitue les mathématiques, eh bien il faut innover.
Hein, et sinon, la tradition meurt. Hein, et oui. Et c'est par la recherche que les mathématiques, qu'on innove en mathématiques. Et l'expérience montre que les innovations en mathématiques sont toujours suivies après d'applications. Hein. Et par exemple, les CD, tout ce qui est CD, utilise des mathématiques qui ont été développées entre 1950 et 1960. Ça paraissait des choses très très abstraites, mais quelques décennies après, bon, c'est grâce à ça que tout ce qui est code un peu sophistiqué, donc utilise des outils mathématiques qui ont été développés entre 1950 et 1960. Donc c'est un exemple de. Mais est-ce que ça a été développé par le génie d'hommes ou bien par des découvertes faites par des gens un peu malhonnêtes? Et si, voilà. Donc il disait que c'est pas l'innovation que les mathématiques sont. La tradition est vivante. Et c'est presque par hasard, c'est un mystère que les développements, les innovations de certains esprits trouvent après des applications par d'autres esprits. C'est vraiment une innovation. Il y a un prix Nobel de physique Wigner, il dit que il s'émerveille de la fécondité déraisonnable des mathématiques. Et puis il dit que vraiment cette adéquation entre disons que des conceptions théoriques élaborées et ensuite des applications concrètes, et que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'explication et qui est un cadeau merveilleux. Hein. Donc il n'y a pas de connexion entre ceux qui font des innovations en mathématiques et ceux qui font des innovations technologiques. Et ça, c'est un des sujets d'émerveillement. Et même Einstein, il a dit, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde réel soit compréhensible par donc les concepts abstraits qu'on met au point. Donc Einstein déjà avait souligné ce lien inexplicable entre des concepts et puis des applications concrètes. Hein. En fait, ce peut être étonnant pour un croyant qui pense que tout ce qui existe est l'œuvre d'une même intelligence, que ce soit le monde sensible ou bien le monde intelligible. Et quand on fait de la recherche mathématique pendant des années, des décennies, on ne peut pas ne pas croire en la réalité du monde intelligible, des concepts. Hein. Je crois que le monde des concepts a une réalité aussi forte que le monde sensible, la pierre. La preuve, c'est avec des concepts qu'on a fabriqué la bombe atomique. La bombe atomique, c'est plus redoutable qu'une montagne. Même si on fait tomber une montagne, ça ne va pas autant d'effet que la bombe atomique qui a été réalisée grâce à des concepts. Donc, je vous dis que personne ne peut nier la réalité des concepts du monde intelligible. Maintenant, ce lien entre le monde intelligible et le monde sensible, la seule explication, c'est que ces deux mondes sont sortis de la même intelligence. Ça, c'est pour un croyant. Sinon, on ne peut que rester devant, être étonné de ce lien. On ne sait pas. Ce lien entre concept et application concrète, et ça marche. En tout cas, ça marche. Mais peut-être que ce ne serait pas une seule personne, mais peut-être que c'est par rapport à la mémoire collective. Certains parlent d'une mémoire collective. Non, c'est-à-dire que... Oui, mais il faut voir. Moi, ce que je dirais aussi, qu'il y a le développement contextuel de la vie de l'homme, donc l'homme moderne au début, qui a, par le fait de développer des techniques de pêche, de chasse, a engendré une réflexion mathématique qui est devenue finalement une abstraction. Oui. Et ça, c'est clair que nous devons, en tout cas aux pêcheurs, une fière chandelle, les nombres premiers, des choses très complexes en mathématiques, ce sont quand même des pêcheurs qui sont à l'origine de ça. Le chiffre 1, qui est un harpon, ce sont encore les pêcheurs qui ont légué ces choses-là à l'humanité. Ça, c'est important de rappeler. Je voulais dire juste deux choses. La première chose, c'est que le programme est disponible sur le site anijar.com. Il y a toutes les informations parce que beaucoup de personnes appellent pour avoir les informations sur le programme. Vraiment, c'est très simple d'aller sur le site. La deuxième chose, c'est que le professeur Obenga a quand même écrit 2 ouvrages sur les mathématiques, la géométrie égyptienne, contribution de l'Afrique à la mathématique mondiale, et la philosophie africaine de la période pharaonique, qui sont 2 ouvrages de référence
où il a voulu vraiment montrer le patrimoine. Parce que moi, ce que je trouve extraordinaire avec l'ouvrage La géométrie égyptienne, c'est que quand vous avez un enfant, jusqu'à aujourd'hui, qui a une difficulté pour faire un exercice, vous pouvez lui montrer le même exercice il y a 4000 ans. Vous voyez, c'est-à-dire il y a 4000 ans, c'est le même énoncé, le même exercice, calcul de l'aire d'un triangle, calcul de l'aire, c'est impressionnant. Beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est impressionnant. C'est-à-dire que le professeur a traduit les papyrus, et ça, j'appelle ça vraiment. J'ai toujours utilisé ce livre-là d'ailleurs, lorsque les enfants me disaient qu'ils avaient des difficultés en mathématiques, pour leur montrer l'adéquation entre notre culture et les mathématiques. Vous voyez, ça c'est important de le souligner. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous permettre justement d'annoncer ce colloque sur les mathématiques africaines qui se déroulera donc à la maison coloniale de Vonche à Bemao. Début des hostilités, ce sera jeudi soir, Totalement. donc avec une cérémonie Jeudi à 16h. À 16h. À 16h. Voilà. Et ça va se poursuivre dans la soirée. Je crois qu'il y a une représentation artistique justement. Totalement. Enfin. Et puis il y a la conférence inaugurale du professeur Obenga, donc à 5h ne de pas l'après-midi, manquer, à ne pas manquer, hein. parce que là ce sera détonnant. Et puis aussi, on peut trouver le programme sur le site de la ville. Oui, totalement. de Bemao. Évidemment. Ville de La ville de Bemao. Évidemment. Et ça circule aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai vu que le flyer Totalement. Sur le circule Facebook de la allègrement. ville aussi. Mais si vous permettez, Oui. à propos du programme, et même si on ne peut pas développer, sachez que il y a le programme continue jusqu'à dimanche Voilà. après-midi. Parce que là, on a juste le Jusqu'à temps dimanche après-midi. d'exposer Jusqu'à seulement dimanche jusqu'à après-midi. samedi. Alors que Donc, il y a des programmes totalement. jusqu'à dimanche en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Dimanche matin, Totalement la ça séance avec- de Voilà. clôture Donc- par le professeur Obenga. Voilà, totalement. C'est à C'est 16 heures, important. C'est à dimanche. 16 heures. Totalement. Oui. Mais vraiment, on demande, les gens qui veulent en savoir plus, il y a tous les outils donc de la ville de Bemao, les outils en ligne, le site internet, le Facebook, ils ont les informations. Vraiment, qui ne panique pas. De toute façon, ils ont les Tout a dates. été mis et le sur lieu. le réseau. Voilà. N'hésitez pas à vous Voilà. y rendre, même si vous aussi faites un saut effectivement pour voir, pour tester un peu les connaissances de ces messieurs et voir leurs démonstrations. Vous Totalement. avez vivement justement à participer à ce colloque qui se déroulera donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche à la maison coloniale de Vonche. À partir de vendredi, ce sera toute la journée. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ce colloque. Merci beaucoup en tout cas, Merci. monsieur Omotunde, d'être venu sur le plateau C'est ce gentil. soir. Merci à vous encore une fois.